retrouve dans cette nouvelle vidéo pour continuer notre exercice 3 de géométrie dans l'espace du bac ASI du 12 juin 2025. Dans cette deuxième et dernière vidéo, nous allons faire les affirmations 3 et 4. Affirmation 3, on te dit les plans P et P' sont sécants et leur intersection est la droite delta dont une représentation paramétrique est, etc. Donc là, fais très attention, il y a deux affirmations. Il y a d'une part, les plans P et P' sont sécants, et d'autre part, leur intersection est la droite delta, dont une représentation paramétrique est, etc. Donc on va d'abord montrer que les plans P et P' sont sécants. Donc je t'ai fait un petit dessin. Quand tu as deux plans parallèles, tu vois, j'ai dessiné donc un plan P parallèle et le vecteur n qui est un vecteur normal au plan P et le vecteur n' qui est un vecteur normal au plan P'. Dire que P et P' sont parallèles, ça équivaut à dire que n et n', qui sont deux vecteurs normaux, sont collinéaires. Donc pour montrer que des plans sont sécants, on montre qu'ils ne sont pas parallèles. Donc on montre que deux vecteurs normaux à ces deux plans ne sont pas collinéaires. D'accord ? Donc toi, tu rappelles les équations cartésiennes des plans qu'on t'a donnés et tu donnes un vecteur normal aux deux plans. Donc un vecteur normal au plan P, on l'a déjà fait dans l'affirmation 1, donc tu le redonnes. Un vecteur normal au plan P est n de coordonnées 2, 3, 6. Et donc maintenant, à partir de l'équation cartésienne du plan P' qui t'est donnée, si on regarde les coefficients de x, y, z, là on n'a rien, donc c'est comme si on avait 1. Là, on a plus 2 et là, on a plus 3. Donc, tu dis un vecteur normal au plan P' est n' de coordonnées 1, 2, 3. Donc là, c'est assez rapide, il n'y a pas du tout de zéro, on ne court aucun risque. Et donc, maintenant, on regarde. Si on fait le quotient des abscisses, ça nous fait 2 sur 1. Et si on fait le quotient des ordonnées, ça nous fait 3 sur 2. Tu dis 2 sur 1 est différent de 3 sur 2. Donc, les coordonnées des vecteurs n et n' ne sont pas proportionnelles. Donc, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Et donc, on en déduit que les plans P et P' ne sont pas parallèles, donc ils sont sécants. Alors maintenant, il y a deux façons de faire pour montrer si la représentation paramétrique de la droite qu'on te donne dans l'énoncé est bien une représentation paramétrique de la droite d'intersection des deux plans. Comme on te donne, tu vois là je l'ai rappelé en rouge, comme on te donne une représentation paramétrique de la droite delta, tu peux choisir une valeur de t pour calculer les coordonnées d'un point de la droite et tu vérifies si ce point appartient bien aux deux plans. Et ensuite, tu choisis une autre valeur pour t, ça te donne les coordonnées d'un autre point de la droite, et tu vérifies de nouveau si ce point appartient aux deux plans. Et donc, si on a deux points de la droite qui appartiennent tous les deux aux deux plans, ça veut dire que la droite est incluse dans les deux plans, et donc c'est la droite d'intersection, puisqu'il n'y a qu'une droite commune aux deux plans à partir du moment où les deux plans sont sécants. Alors moi, je n'ai pas fait comme ça, moi j'ai retrouvé la représentation paramétrique. Donc comme ça, tu auras la méthode. Donc comment on s'y prend? Quand on te donne une équation cartésienne de deux plans, pour déterminer une représentation paramétrique de leur droite d'intersection, à partir du moment où tu sais qu'ils sont sécants, tu fais un système où tu écris les deux équations cartésiennes des plans qu'on t'a donnés. Seulement, ça fait que deux équations cartésiennes, alors que dans une représentation paramétrique de droite, on a trois équations. Et donc, il te faut une troisième équation. Donc là, comme dans la réponse qu'on me donne pour delta, on a z égale t, j'ai donc écrit z égale t. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est hyper random, on rajoute comme ça un truc? Non, pas du tout. N'oublie pas qu'une droite a une infinité de représentations paramétriques. D'accord? Donc, parmi cette infinité de représentations paramétriques, il y a forcément une représentation paramétrique où une des équations, c'est z égale t, ou alors y égale t, ou x égale t, d'accord? Donc la méthode, c'est la suivante, je répète, tu écris tes deux équations cartésiennes de plan, et ensuite en troisième équation, soit tu mets z égale t, soit tu mets y égale t, soit tu mets x égale t, d'accord? Là, j'ai choisi z égale t à cause de la représentation paramétrique de delta qui nous est donnée dans l'énoncé. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a posé z égale t, eh bien, on va remplacer le z qu'on avait dans nos deux équations cartésiennes par t. Donc on se retrouve avec 6t et 3t, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait?
on réécrit notre première équation et notre deuxième équation, tu vois, j'ai mis x, y à gauche et j'ai mis t et constante à droite et j'ai fait pareil pour la deuxième équation. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrive, à l'aide de ces deux équations, à exprimer x en fonction de t uniquement et y en fonction de t. Donc là, c'est simple. Pourquoi? Parce que si tu regardes la deuxième équation, il y a un x, donc on peut exprimer x en fonction de y, de t et de la constante. Et maintenant qu'on a exprimé x en fonction de y, t et 3, dans la première équation, on remplace notre x par moins 2y, moins 3t, plus 3. Ce qui fait que maintenant, on a une équation où il n'y a que du y, que du t et que des constantes. Donc, on va pouvoir exprimer y en fonction de t et éventuellement d'une constante. Donc, c'est ce qu'on fait, on développe. Donc, on a 2 fois moins 2y qui fait moins 4y. Mais comme on a déjà ici notre 3y, eh bien, ça nous fait moins y. Du côté des t, on a 2 fois moins 3t qui fait moins 6t. Donc, on va le mettre à droite, donc ça fera 6t. Et on a 2 fois 3 qui fait 6, et on va le mettre à droite, et ça fera moins 6. Et on réécrit notre moins 6t plus 6, d'accord? Tout s'élimine, et donc on se retrouve avec y égale 0. Et maintenant qu'on sait que y égale 0, eh bien ici, on remplace y par 0, et ça nous fait x égale moins 3t plus 3. On remet tout ça dans l'ordre avec x, y, z, et c'est exactement ce qu'on nous donne pour delta. Donc maintenant tu conclus, la droite delta est bien la droite d'intersection des plans P et P'. L'affirmation 3 est vraie. Affirmation 4, le point J est le projeté orthogonal du point H sur la droite CD. Donc là, j'ai rappelé les coordonnées des 4 points qui nous intéressent, les points H, J, C et D. Je t'ai fait un petit dessin. Pour que J soit le projeté de H sur la droite CD, il va falloir vérifier deux choses. D'une part, que les vecteurs H, J et CD sont orthogonaux. Et d'autre part, ne pas oublier cette partie-là, que le point J appartient à la droite CD. Alors, pour vérifier que les vecteurs AJ et CD sont orthogonaux ou pas, on calcule les coordonnées du vecteur AJ. On a déjà les coordonnées du vecteur CD de questions précédentes. Je ne te fais pas le détail, tu mets sur pause, tu fais tranquillement tes calculs. Donc, si on fait le produit scalaire des deux vecteurs, donc on est dans un repère orthonormé, donc on utilise la formule où on fait la somme du produit des coordonnées. Ça nous fait donc 24 sur 13 fois moins 3, plus 36 sur 13 fois 2, plus moins 2 fois 0, ce qui nous fait moins 72 sur 13, plus 72 sur 13, ce qui fait 0. Et donc, on peut dire que les vecteurs AJ et CD sont orthogonaux. Donc, première condition, vérifier. Donc maintenant, il faut qu'on vérifie si le point J appartient bien à la droite CD. Donc là, il y a deux façons de faire. Comme tu connais les coordonnées de C et D, tu peux donner une représentation paramétrique de la droite CD et vérifier si le point J appartient bien à la droite. Plus rapide, c'est de dire que les vecteurs CJ et CD sont collinéaires, enfin s'ils le sont. Si les vecteurs CJ et CD sont collinéaires, alors ça veut dire que les points CJD sont alignés et que donc J appartient bien à la droite CD. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc vérifions si les vecteurs CJ et CD sont collinéaires. On calcule les coordonnées du vecteur CJ, on remet les coordonnées du vecteur CD, et donc là, si tu regardes tes coordonnées, déjà au niveau des signes, c'est cohérent. Et donc, pour passer de moins 3 à moins 93, il faut multiplier par 31. De même, pour passer de 2 à 62, il faut multiplier par 31. Et là, pour la dernière coordonnée, on a 0 et 0, donc tout va bien, c'est cohérent. Donc en fait, il suffit de multiplier les coordonnées de CD par 31 sur 13, et ça nous donne les coordonnées de CJ. Donc tu dis, on remarque que le vecteur CJ est égal à 31 sur 13 fois le vecteur CD. Et oui, tu peux l'écrire comme ça. Quand on écrit on remarque en maths, ça veut dire que c'est évident, on ne te demande pas d'expliquer tous les calculs comme un bébé. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'expliquer que c'est fois 31 quand même. Donc à partir de là, on dit que les vecteurs CJ et CD sont collinéaires, puisque ça c'est la traduction vectorielle de deux vecteurs collinéaires. Et comme ils ont la même origine, eh bien, ça veut dire que les points CJD sont alignés et que donc le point J appartient à la droite CD. Nos deux conditions sont vérifiées, donc tu conclus, l'affirmation 4 est vraie et tu encadres le résultat. Voilà pour l'exercice 3, je m'en vais faire l'exercice 4, à plus tard.